Samedi 15 juin 2019, merci de nous rejoindre pour ce 13h qui vous est offert à une heure assez inhabituelle. Bienvenue, on commence par les titres. Le président de la République du Portugal a effectué récemment une visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Marcelo Rebelo de Sousa a reçu les clés de la ville des mains du ministre-gouverneur du district. Puis il a été fait chef traditionnel à Tcham, membre de la génération Dugbo Djeou. Vous le verrez, nous en parlerons en tout début de journal. Le vice-président de la République a présidé hier l'atelier sur les apprentissages et les enseignements à tirer pour la Côte d'Ivoire. Un atelier au cours duquel Daniel Kablan-Duncan dit attendre des réflexions fructueuses que la Côte d'Ivoire entend mettre en œuvre pour la réalisation de la stratégie Côte d'Ivoire 2030, à suivre dans 5 minutes. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé hier vendredi à la remise officielle de 600 000 extraits de naissance d'élèves du primaire auparavant non inscrits à l'état civil. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et de l'UNICEF. L'opération a concerné 14 000 écoles publiques de Côte d'Ivoire. Le président de la République du Portugal a achevé hier sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Elle aura duré 72 heures. Hier après-midi, Marcelo Rebelo de Sousa a quitté Abidjan, accompagné à l'avion par le président Alassane Ouattara. Mais pendant son séjour, le président portugais a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Les détails avec Serge Collier. Le nom et le passage du président portugais désormais gravés en lettres d'or dans les annales du district d'Abidjan. Son Excellence Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa a reçu les honneurs et la reconnaissance des populations abidjanaises avec à leur tête le ministre-gouverneur du district. Robert Begré-Mambé a exprimé les vœux de ses administrés à l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire. Les populations et le conseil du district autonome d'Abidjan, heureux et fiers de vous recevoir, m'ont confié 4 missions auprès de vous. La première mission, Monsieur le Président, c'est de vous prier respectueusement d'accepter d'être citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La deuxième mission, c'est de vous prier d'accepter le parchemin qui consacre votre statut. La troisième mission, c'est de vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Et la quatrième mission, Monsieur le Président, c'est de faire de vous un grand chef traditionnel en vous intégrant dans la génération de Dugbo Djeou. Votre nom, c'est Apo. Pour le président portugais, ce séjour enrichissant passé en Côte d'Ivoire ouvre assurément les voies d'une vraie fraternité et d'une coopération multiforme. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'immense honneur d'être considéré comme un de vos pairs par un groupe très illustre de gouvernants et de rois et chefs traditionnels, tout en même temps. C'est un moment inoubliable dont je vous remercie infiniment. Son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa a salué l'accueil chaleureux et l'hospitalité des peuples de Côte d'Ivoire. Il s'est dit fier d'appartenir à la génération Dugbo Djeou. Marcelo Rebelo de Sousa dit Apo s'est ensuite rendu dans la commune de Yopougon où il a visité le centre de transfert des déchets d'Anguédédou, un centre qui accueille jusqu'à 2600 tonnes de déchets par jour, des déchets collectés principalement dans les zones 2 et 3 d'Abidjan. Grace Kando l'a suivi pour vous. Ambiance différente de celle des jours ordinaires ce vendredi au centre de transfert des déchets à Anguédédou dans la commune de Yopougon. L'entreprise portugaise spécialisée dans la collecte et la gestion des ordures accueille des visiteurs de marque. Le président de la République du Portugal et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, accompagnés des membres du gouvernement. Ils se sont imprégnés des réalités de ce centre de transfert des déchets. Bon, la mission de ce centre, c'est de faire le transfert de tous les déchets qui ont collecté à Abidjan. Dans les 2 zones d'Abidjan, qu'on appelle zone 2 et zone 3, c'est seulement par le Cocody, par le plateau. On fait tout le ramassage des déchets
Et ici, on fait le transfert des tasseurs pour après amener les déchets à Kosiwan, où on fait la valorisation technique. Ce projet est un projet qui tient à cœur au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et ce projet a vu le jour. Avant 2011, il n'existait aucune infrastructure en matière de gestion des déchets. Et le président ne voulait plus de la décharge d'Akwedo. Il nous fallait donc procéder à une réforme, mettre en œuvre une politique de modernisation de ce secteur. Bâti sur une superficie de 9 hectares, ce centre de transfert des déchets accueille 2600 tonnes de déchets par jour sur les 4500 tonnes produites dans le district d'Abidjan. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. C'est une infrastructure essentielle pour la vie, pour la santé, pour l'avenir des communautés. Je suis très heureux que ce soit les Ivoiriens et les Portugais ensemble qui travaillent chaque jour, tous les jours, pour le bonheur et le bien-être de millions de personnes ici à Abidjan. À ces jours, le centre de transfert des déchets a collecté plus de 526 000 tonnes de déchets. En termes de moyens logistiques, il dispose de 279 véhicules et 680 coffres. Et c'est aux environs de 17h hier vendredi que le président portugais a quitté la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le vice-président de la République, lui, était à l'atelier sur les apprentissages et les enseignements à tirer pour la Côte d'Ivoire. Un atelier initié par la Banque mondiale pendant lequel la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle sud-coréen. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, deux pays qui étaient au même point de départ il y a environ 60 ans et pourtant l'une a aujourd'hui une longueur d'avance sur l'autre. On en sait plus avec Kolo Koulibaly. La Corée du Sud, une économie émergente, alors qu'elle partageait avec la Côte d'Ivoire jusque dans les années 70 les mêmes difficultés de développement. La Côte d'Ivoire est donc à l'école sud-coréenne pour rattraper son retard et devenir une économie forte, d'où la tenue d'un atelier ce vendredi à Abidjan. Quelles sont les recettes qui ont fait le succès de la Corée? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire, qui avait la même trajectoire que la Corée et la Thaïlande jusqu'au milieu des années 70, a dévié de trajectoire et n'a plus continué sa trajectoire pendant que les autres l'ont continué? Quels sont les enseignements qui peuvent être tirés de cela? Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a repris le chemin de la croissance, des performances économiques remarquables, un environnement des affaires des plus attractifs, autant de points positifs qui rassurent les partenaires. Plusieurs études sont en cours ou en train de démarrer, comme le diagnostic du secteur privé par IFC et l'évaluation de la pauvreté qui va apporter un éclairage nouveau sur l'évolution de la pauvreté et des inégalités dans le pays. Je suis personnellement confiant que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire a renoué depuis quelques années avec la planification de son développement, en témoigne entre autres la mise en œuvre des plans nationaux de développement 2012-2015, 2016-2020, la prospective Côte d'Ivoire 2040. Vos travaux de ce jour permettront de renforcer la stratégie de développement de notre pays en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente, bien sûr en 2020, mais surtout une nation industrielle, nous le pensons en 2040. Cette étude a aussi pour vocation de chercher à savoir si oui ou non les enseignements tirés de l'expérience réussie en Corée du Sud, notamment les réformes menées au cours des années 70, 80 et au-delà, peuvent ou même doivent éclairer la stratégie de développement actuelle de notre pays, la Côte d'Ivoire. La vision du président Alassane Ouattara, président de la République, telle qu'exprimée dans l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, est de réaliser un pays industrialisé bâti sur une puissance éducative et technologique. C'est pour réfléchir sur toutes ces grandes questions de développement que le chef de l'État a mis en œuvre le Conseil national des politiques économiques, un outil d'analyse stratégique et d'aide à la décision présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. 600 000, c'est le chiffre du jour. 600 000 élèves du primaire répartis sur toute l'étendue du territoire ivoirien qui étaient auparavant non inscrits à l'état civil viennent de recevoir leurs extraits de naissance des mains de la première dame de Côte d'Ivoire. La remise officielle s'est faite hier à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et de l'UNICEF. Alexis Ouedraogo.
En 2017, près de 40% de l'effectif total des enfants du primaire en Côte d'Ivoire n'étaient pas enregistrés à l'état civil. Une situation préoccupante qui a interpellé le gouvernement et donné naissance à une initiative conjointe gouvernement-UNICEF. Ce vendredi à Niamey, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé, sous le regard du garde des Sceaux, à la remise officielle de 600 000 extraits de naissance de ses élèves, à la grande joie des parents et des tout-petits. Pour le représentant résident de l'UNICEF, Aboubacar Campo, il faut renforcer les actions sur le terrain pour protéger les enfants sans extrait de naissance. UNICEF propose d'agir sur 2 volets. Le premier volet, c'est la mise en place des mécanismes opérationnels dans tous les centres de santé et dans les communes qui vont permettre de capter les naissances de chaque enfant né dans l'hôpital ou dans une commune ou maternité publique dès sa naissance. Le second volet est celui qui nous réunit ici ce matin, c'est-à-dire pouvoir, avec des mesures flexibles, régulariser la situation de tous les enfants non déclarés à l'état civil, ceux qui sont à l'école et ceux qui sont en dehors de l'école. À sa suite, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a rappelé le devoir premier de l'État, donner une identité légale à tous ses enfants. Un enfant orphelin peut trouver des parents adoptifs, mais un citoyen absent de l'état civil est un être qui n'a pas d'existence officielle. Aujourd'hui, ce sont 630 748 élèves qui sont déclarés à l'état civil, résorbant de moitié les 1 165 325 élèves sans acte de naissance que nos services ont identifiés selon les statistiques scolaires 2016-2017. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, a pour sa part lui interpellé les parents sur l'indispensable nécessité de déclarer toutes les naissances. Je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves et à tous les parents en général pour qu'ensemble soit relevé le défi de la déclaration de tous les enfants à l'état civil, car un enfant non déclaré à l'état civil, un enfant sans existence juridique et un enfant exposé à tous les abus, un enfant sans droit et à risque d'apatridie. Heureuse de présider cette cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a fait des dons importants d'équipements et de vivres et non-vivres. Elle a surtout déploré la situation d'enfants dépourvus d'acte de naissance et ainsi exposés à la déscolarisation. Je me réjouis que cette opération spéciale de déclaration de naissance des élèves à l'état civil ait été un succès. Et nous espérons qu'une deuxième phase aura lieu très bientôt pour atteindre la totalité des enfants non déclarés. Il n'est pas possible de construire une nation forte sans accorder une attention toute particulière à la vie de nos enfants. Ils sont l'avenir de notre pays et ce sont eux qui, demain, contribueront à son développement. Chaque enfant de Côte d'Ivoire a droit à une bonne éducation, à notre protection et à beaucoup d'amour. Je m'y engage en tant que mère, en tant que première dame de Côte d'Ivoire et en tant que présidente du Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et la sensibilisation, elle doit s'intensifier. À ce jour, 89% des enfants nés en ville sont enregistrés à la naissance, contre 60% pour ceux en milieu rural. C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. On va maintenant à Malabo, en Guinée équatoriale, où les portes de la 54e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement se sont refermées. La Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter la 55e édition qui sera couplée à la 46e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement en 2020. Autre bonne nouvelle, la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a été élue présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD. La particularité de la 55e édition des assemblées annuelles est qu'elle marquera l'élection au poste de président de l'institution
Le président sortant Akinwumi Adesina a d'ores et déjà annoncé sa candidature à sa propre succession. Ces images sont de notre envoyé spécial à Malabo, Cheikh Koné Aboubakar. De retour en Côte d'Ivoire, 23 conventions de financement de projets de formation ont fait l'objet d'une signature à Treichville au FDFP, le Fonds de développement et de formation professionnelle. Une signature entre le FDFP et différents promoteurs avec en perspective la formation de groupes socio-professionnels pour leur autonomisation. C'était en présence de Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. La gestion, l'informatique et les métiers techniques tels que l'hôtellerie, le froid, l'élevage, la sécurité, la santé au travail, la couture sont les secteurs d'activité que prend en compte la convention de financement signée entre le FDFP et leurs promoteurs respectifs. Les travailleurs et acteurs de ces différents secteurs, issus de 10 régions et du district autonome d'Abidjan, vont améliorer leurs connaissances, relever leurs compétences afin d'optimiser leur productivité dans le travail pour en tirer le meilleur profit. Accorder la formation à 52 promoteurs, c'est une joie pour moi. Nous voulons que nos clients soient bien habillés. Chaque type de forme de personne, il y a une formation spécifique. Le projet que nous avons porté concerne à peu près 200 femmes qui sont organisées en association, qui ont leurs techniques de production qui sont assez rudimentaires, qui sont véritablement, qui ont senti un besoin de formation. Pour cette année 2019, ce sont au total 52 projets de type collectif agréés par le FDFP, exécuté dans toute la Côte d'Ivoire pour un coût de 2,310 milliards de francs CFA. À ce jour, 39 ont déjà fait l'objet d'une convention de financement. Ils s'adressent à toutes les catégories socio-professionnelles. À travers les formations qualifiantes et l'apprentissage, nous contribuons au développement des compétences qui visent le renforcement des capacités et l'accompagnement des programmes de développement local au cœur de notre mission. Le FDFP indique que des 52 projets agréés par la structure et assurés de financement, encore 13 conventions sont en cours de finalisation. Ils sont près de 8000 travailleurs dans divers secteurs d'activité bénéficiaires. Ils sont répartis dans toute la Côte d'Ivoire. On va parler maintenant régularisation du secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. La question était hier au centre d'une rencontre entre le ministère de la Communication, les éditeurs et les entreprises exerçant dans le secteur. Une réunion pour tenter de rendre le secteur plus compétitif tout en respectant les règles en vigueur. Les précisions d'Éric Goré. L'État de Côte d'Ivoire veut définitivement mettre fin à l'anarchie qui règne dans le secteur des affichages publicitaires. Une rencontre se tient en ce moment à Abidjan pour réglementer le secteur. Les acteurs du système d'affichage publicitaire et les techniciens de l'administration ivoirienne traitant ces questions réfléchissent pour réorganiser les dispositifs d'affichage publicitaire. Ces travaux se tiennent en présence du ministre de la Communication et des Médias. L'État a pour obligation de gérer l'intérêt de la communauté et de mettre en place les règles de fonctionnement entre les différents acteurs. Donc j'aimerais inviter les uns les autres à concilier tous ces différents points d'équilibre pour que nous puissions définir un environnement, une réglementation qui puisse s'appliquer à tous. Les opérateurs économiques sont conscients des dérives. Ils s'engagent à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Toutes les sociétés qui n'ont pas d'agrément d'affichage, on puisse démanteler ces entreprises-là. Qu'on ait un seul panneau par angle de carrefour et tous les panneaux qui obstruent les panneaux de signalisation, les feux tricolores, soient également auto-démantelés. Nous sommes favorables. Le non-respect de la distance réglementaire entre les panneaux routiers, l'implantation irrégulière de ces dispositifs à des carrefours ou dans des parcs et jardins sont des pratiques illégales strictement interdit par la loi. Des bouteilles d'alcool, des médicaments de qualité inférieure, des médicaments falsifiés ou des médicaments pharmaceutiques non enregistrés, le tout pour un total d'une tonne 200, soit une valeur de 10 millions de francs CFA. Voilà la saisie que viennent de faire les agents de la police des stupéfiants et des drogues d'Aboisseau. Colis découvert par la police dans le village de Gongodjan. Ces faux médicaments ou médicaments pharmaceutiques non enregistrés d'une tonne 200 kg et ces bouteilles d'alcool ont été découverts par les agents de la direction de la police des stupéfiants et des drogues d'Aboisseau, en pleine brousse, dans le village de Gongodjan, dans la sous-préfecture d'Anjouan.
Ces colis illicites étaient destinés au marché ivoirien. Le montant de cette saisie est estimé à 10 millions de francs CFA. En effet, ces produits illicites proviennent du Ghana voisin en détournant les voies légales. Notre zone est généralement une zone lagunaire. Donc, tous ces produits passent par la lagune pour se retrouver dans les villages. C'est à partir de là que les produits sont chargés dans des bâchers transportant des maniocs et des palmiers à huile pour se retrouver à Abidjan. Selon les renseignements, ce trafic est beaucoup récurrent dans la région du sud de Comoé. La police nationale invite à cet effet les populations à la collaboration avec ses services en transmettant des informations afin de démanteler tous les réseaux de drogue et de trafic de tout genre dans la région du sud Comoé. La journée mondiale du don de sang, c'était hier, vendredi 14 juin. En Côte d'Ivoire, 230 000 poches de sang sont nécessaires chaque année, mais la collecte est insuffisante. La cérémonie officielle a eu lieu au Centre national de transfusion sanguine sous le thème du sang sécurisé pour tous. Occasion pour le ministre Aka Ouele de sensibiliser la population sur l'importance du don du sang. Le compte-rendu d'Astou Touré. Face aux donneurs de sang, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exprimé son respect et sa gratitude à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang. Ils sont 90 000 donneurs enregistrés qui garantissent la provision de sang en Côte d'Ivoire. En 2018, ce sont 160 000 poches de sang collectées sur un besoin de 230 000 pour l'année. Avec le gap de 70 000 poches de sang, le ministre Aka Ouele sensibilise sur la culture de ce geste humanitaire et salvateur. La transfusion sanguine intervient toutes les fois qu'une situation d'urgence s'établit et pour laquelle le pronostic vital de l'individu est en jeu, notamment dans les accouchements, chez les accidentés de la voie publique et chez les personnes atteintes d'anémie sévère. Il n'existe aucun produit de substitution au sang. Aucune substance thérapeutique ou scientifique n'a encore pu remplacer le sang. Il n'y a que le sang d'un individu qui peut sauver un autre qui en manque. Se considérant comme les frères de tous en raison de leur don de sang aux populations, les donneurs ont émis des doléances à l'égard des autorités. Le terme retenu est du sang sécurisé pour nous, pour tous. Pour nous, ce terme met en évidence la qualité de vie du donneur de sang. C'est pour nous une exhortation des donneurs de sang à une meilleure hygiène de vie, car la sécurité du sang commence par celle du donneur de sang. C'est pourquoi nous souhaitons que les donneurs de sang soient médicalement pris en charge dans les établissements publics de santé, comme cela se fait ailleurs. Les personnes, les entreprises et les organisations ont reçu des prix pour avoir enregistré des performances dans le don de sang. Visite du Centre national de transfusion sanguine, don de sang par les autorités et les personnalités ont marqué cette célébration de la Journée mondiale du donneur de sang. Le reportage d'Astou Touré commenté pour vous par Salimatou Dia. On en vient maintenant à la deuxième édition des Journées nationales vétérinaires, une édition 2019 ouverte depuis le 13 juin dernier à l'université Nangui à Brogua. Ces journées sont une plateforme d'échange pour une meilleure compréhension du rôle des professionnels vétérinaires dans le secteur des ressources animales et des industries agroalimentaires en Côte d'Ivoire. Reportage Jean-Marc Djadji dans un récit de Didier Nguessan. La profession vétérinaire, créée pour la maîtrise des maladies animales, subit de profondes mutations sociologiques et économiques. La deuxième édition des Journées nationales vétérinaires, organisée par le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, vient à point nommé pour mener des réflexions. Objectif de ces journées, montrer le rôle des vétérinaires dans la mise en œuvre de la qualité dans les industries agroalimentaires et échanger sur les interactions avec les autres acteurs du secteur des ressources animales. Aujourd'hui, les vétérinaires ont décidé de se retrouver pour réfléchir sur leur rôle réel au niveau de chaque étape. D'abord, en ce qui concerne la production, ils jouent un rôle important, mais une fois que la production est faite, les vétérinaires aussi suivent le parcours de la production jusqu'au consommateur. Cette cérémonie marque le 7e anniversaire de l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire. Le métier de vétérinaire, c'est un bon métier
qui malheureusement n'est pas connu dans notre société africaine. Le médecin vétérinaire étudie beaucoup de choses relatives aux animaux, aux plantes, tout. Il travaille comme un praticien, comme le font nos confrères humains, les opérations. En plus, nous allons à l'abattoir pour inspecter les animaux, les aliments, pour surveiller la sécurité alimentaire, pour éviter les intoxications. 300 chercheurs et étudiants sont attendus à ces Journées nationales vétérinaires, édition 2019. Allons-y à Odiéné, dans la région du Kabadougou, où il s'est tenu vendredi dernier une journée de l'excellence à l'école. Une journée pour promouvoir l'excellence et saluer le mérite des enfants. Au cours de cette édition, une cinquantaine d'élèves en cours moyen deuxième année ont été récompensés. Ahmed Traoré, de retour d'Odiéné. 50 élèves de la classe de CM2 à la terminale reçoivent des prix à cette première journée de l'excellence dans la région du Kabadougou. Une journée instituée pour célébrer les meilleurs élèves de la région. Représentant le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, parrain de la cérémonie, Lassina Bamba a encouragé l'ensemble des élèves de la région du Kabadougou au travail bien fait. Monsieur le ministre Méchag est dit aux élèves et à toute la communauté éducative toute sa volonté de soutenir toutes les initiatives faisant la promotion de l'excellence dans le Kabadougou. Promouvoir l'excellence, c'est cultiver en nos enfants non seulement l'esprit du travail, mais surtout l'esprit du travail bien fait. Loin d'en faire un simple slogan, il veut que nos enfants s'en servent comme une boussole, car convaincu que le travail bien fait reste la voie infaillible, la voie qui mène vers les horizons éclairés, les horizons radieux qui s'annoncent pour eux tant qu'ils demeureront sur le chemin de l'excellence. Les récipiendaires de la première journée de l'excellence de la région du Kabadougou ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs, offerts par le parrain, le ministre Adama Kone, qu'au total des dons, 10 millions de francs CFA. Reportage signé Ahmed Traoré et Konaté Moussa. Un pont piéton, c'est une construction permettant de franchir un fleuve, une voie ferrée ou une route. À Yopougon, sur l'autoroute du Nord, il en existe un afin d'éviter aux populations la traversée de cette voie à très grande circulation. Mais comme l'hôpital qui se fout de la charité, l'ouvrage s'effrite du fait de ces populations. Le pont se désagrège progressivement au point d'être aujourd'hui dans un mauvais état. Nos reporters y sont allés faire le constat, mais précautionneusement. Des blocs de béton détachés en dessous de la structure du pont, parfois suspendus grâce à des fers. Conséquence de l'incivisme des conducteurs d'engins, principalement des camions remorques exagérément chargés. Pour les usagers, le pont piéton reliant les quartiers d'Andokwa et de Yopougonga n'est plus trop rassurant. Il y a des personnes même qui ont peur de passer. Parce que quand ils voient la manière dont le pont est dégradé, vraiment ça pose un problème. Souvent quand tu marches dessus, toi-même tu sens que non, c'est pas trop stable. Un autre signe de la dégradation de la passerelle, l'effritement de cette voie d'accès côté Gabriel Gare dû à l'érosion. Faute de conduits pour le drainage, les eaux de ruissellement ont emporté une bonne partie du bitume existant, laissant place à un long creux par lequel les piétons passent pour accéder au pont. Selon ce spécialiste en charge des routes ivoiriennes, même si le pont donne l'apparence d'un ouvrage vétuste, la structure bétonnée qui porte l'ouvrage n'est pas pour le moment en cause. L'ouvrage en lui-même a une solidité garantie. C'est vrai que dans le temps, nous avons vu encore des usagers percuter les poutres inférieures, mais l'ouvrage dans son ensemble est solide. Des travaux de réparation sont pourtant nécessaires. Seulement, voilà. Ce que nous constatons, c'est que les riverains eux-mêmes font des occupations autour de l'ouvrage et sur l'ouvrage, qui poussent à la dégradation de ces accès. Quand vous prenez les escaliers qui devaient être utilisés par les piétons, sont fermés du fait qu'ils débouchent soit sur une maison ou même sur un atelier de menuiserie, chose qui n'est pas normale. Donc aujourd'hui, nous programmons de faire des travaux de réhabilitation, des accès. Nous ne pouvons pas accéder. Donc on ne peut pas les faire sans avoir déguerpi tous ceux qui sont dans l'emprise. Les opérations de déguerpissement menées par les autorités pour libérer les trottoirs sont jusque-là restées sans grand succès.
Et il faut redouter un drame. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. Échange de tirs, route bloquée, incendie. La situation est toujours tendue à Tchaourou. Nous sommes au Bénin. Tchaourou, ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi, est dans la ville voisine de Savé où armées et manifestants s'affrontent. Tout a commencé lundi dernier quand la police a arrêté un auteur présumé de troubles lors des élections législatives très controversées. Le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a déclaré que la situation était sous contrôle avec un retour progressif au calme. Que s'est-il passé au Soudan samedi dernier? Le Conseil militaire soudanais affirme avoir arrêté 68 officiers, des généraux dans leur majorité. Ils sont accusés d'avoir été associés à un projet de putsch. Les généraux qui ont évincé Omar el-Béchir sont au pouvoir depuis le 11 avril. Ils rechignent à remettre le pouvoir à un gouvernement civil. Pour beaucoup d'activistes dans le mouvement de contestation, parler d'un putsch n'est qu'une mauvaise comédie. Dans le cadre des matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Côte d'Ivoire était opposée il y a tout juste moins d'une heure à l'Ouganda, un match amical qui s'est soldé par la victoire des Ougandais 1-0, but marqué à la 35e minute par Faroukou Mia sur penalty. Sur penalty, vous l'avez vu, un but donc à 0. Mais ce n'était qu'un match amical. Nos pachydermes, fouettés dans leur orgueil, vont se réveiller à la CAN en Égypte. On l'espère en tout cas. Ce journal est terminé. Il est 15h30. Mais demain, c'est à 13h que je serai chez vous. Bon samedi sur la chaîne Kéras.